Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Analyse politique ce soir avec Sixte Sarah. Nous connaissons tous l'actualité du jour. C'est une actualité très très importante pour le débat politique en Côte d'Ivoire et pour la lutte pour la libération de notre pays. Alors, vous le savez, il n'y a pas une grande nouvelle. Le RHDP est dans le statu quo. Voilà. Ils refusent de donner leur stratégie. M. Ouattara n'est pas encore prêt à nous donner sa décision, s'il est candidat ou pas. De toutes les façons, les Ivoiriens continuent d'attendre. Mais entre-temps, aujourd'hui, nous avons M. Tidiane Thiam qui est sorti de sa réserve, je pourrais ainsi le dire, et qui a été rencontré par M. Alain Foka qui, à mon sens, cherchait peut-être la petite bête qui a posé des questions plus ou moins pour enquiquiner le président Tidiane Thiam. Et on a vu un M. Tidiane Thiam remonter, vraiment pas prêt à se faire marcher dessus. On a vu un M. Tidiane Thiam qui est en train de dire « ça suffit, j'en ai marre, je suis fatigué de vous, fatigué de tout ce que M. Ouattara est en train de faire ». On a senti l'exaspération dans sa voix, dans sa manière de répondre aux questions. Et quelque part, c'est une bonne chose parce que de temps en temps, comme on dit, comme disent les gens souvent, quand on danse avec un aveugle, il faut marcher sur son pied pour qu'il sache qu'il n'est pas le seul sur la piste de danse. Donc parfois, quand un aveugle veut vous donner l'impression qu'il marche sur tout le monde, il sautille à gauche, à droite, sans aucun rythme ou bien aucune frénésie ordonnée, eh bien, il faut le ramener à l'ordre tout simplement en marchant sur ses jambes pour qu'il sache qu'il n'est pas le seul dans la zone. Alors, avant de continuer, je voudrais, je sais que l'équipe de Jacques Roger Chaud le sait, donc toute l'équipe, nous voulons ensemble souhaiter un joyeux anniversaire au président Tidiane Thiam. Nous espérons que 2025 lui apportera beaucoup de bonheur et lui permettra surtout d'atteindre son but qui est de diriger la Côte d'Ivoire afin de nous affranchir de l'hégémonie de la France. D'ailleurs, c'est revenu dans les questions de M. Alain Foka qui disait qu'on accuse M. Tidiane Thiam d'être un pro-France et qu'il a été très clair. Il n'est pas un pro-français, il est pro-Côte d'Ivoire et c'est très important de l'entendre dire ça parce que aujourd'hui, nous les Ivoiriens, en tout cas nous qui sommes des Ivoiriens, qui aimons encore notre pays et qui voulons marcher dans la vérité, nous sommes tous d'accord que c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Voilà le but de notre combat, Côte d'Ivoire d'abord, les autres après. Voilà. Donc il faut qu'on arrive à un niveau où on pourra dire Côte d'Ivoire d'abord, Burkina après, Côte d'Ivoire d'abord, comment dire ça, Côte d'Ivoire d'abord, Mali après, etc., parce que, évidemment, notre pays, c'est qui doit avoir la primauté sur tous les autres. Et c'est très important pour nous qui sommes des Ivoiriens. Alors, on nous a appelé xénophobie pendant toutes ces années juste pour nous traumatiser et nous accuser, forcément nous donner l'impression que nous n'avons pas le droit de réclamer la souveraineté de notre pays, mais il est temps que tous les Ivoiriens puissent gonfler et bomber les épaules et dire on s'en fout, si on nous appelle xénophobe ou quoi que ce soit, on s'en fout, on est Ivoirien et c'est Ivoirien d'abord. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit et c'est ça le sens de notre combat. La Côte d'Ivoire d'abord, le reste après, ce n'est pas vraiment notre problème. Donc, vous avez vu l'analyse de Jacques Roger, elle est très détaillée, elle est bien conduite. Mais ce qui est important ici ce soir pour nous, qui nous a marqué, c'est la réaction de M. Tidiane Thiam, une réaction qu'on n'a jamais vue. Il a toujours été très calme, même quand il lançait des pics, il a toujours fait comme un enfant de famille, de bonne famille, bien éduqué, qui ne parle pas mal aux gens, qui est poli, qui essaie d'éviter les problèmes. Mais vous savez, le fait que quelqu'un aime la paix, ça ne fait pas de la personne quelqu'un qui est bête, Non.
parce qu'on aime la paix, ça ne veut pas dire qu'on est bête. Non, au contraire, on aime la paix, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aussi lancer des points. Parce que vous savez, quand on partait à l'école, et ça a été le schéma pour nous tous, quand quelqu'un de l'école vient vous bully, le mot bully, donc quelqu'un vient vous abuser parce qu'il est plus âgé, bien parce qu'il a plus de muscles, ou bien parce qu'il est adulé par les autres, et que vous, le tout petit, vous avez peur, mais après un moment, il y a un jour, vous vous levez pour dire, ça suffit, je ne peux plus avoir peur de toi, assez, c'est assez, j'en ai marre, et vous réagissez, et parfois, dans la plupart des cas, celui qu'on a abusé finit par battre, à frapper celui qui se jouait le grand. Pourquoi le plus fort? Parce que quand vous brimez quelqu'un et que la personne sort ses gongs, mais cette personne est déterminée. Cette personne ne se fâche pas pour que vous soyez encore sur sa tête. Non, quand cette personne se fâche, eh bien, croyez-moi, c'est une colère qui est très forte, c'est une colère qui est dangereuse. Et donc, quand on pousse quelqu'un, qu'on le pousse jusqu'à bout, eh bien, on finit par avoir ce qu'on a eu aujourd'hui. Vous avez entendu M. Tidiane Thiam dans son interview, il a dit par exemple que quand il devait être élu président, mais il y a eu tellement de tractations et c'est tellement visible que c'est le RHDP qui est derrière tout ça. Quand il devait y avoir le congrès, on a vu toutes les agitations. Évidemment, il n'a pas cité le nom de Valérie Yapo et de Monsieur Jean-Louis Billon, ces deux malheureux de la République qui ont décidé d'écrire leur nom du mauvais côté de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Eh bien, mais c'est ceux-là qui étaient là. Il a parlé aussi de ces trois jeunes à qui on avait dit de porter plainte et qui ont annulé leur plainte parce que ils ont découvert que c'était en fait une manière de les manipuler. Donc, vous voyez que M. Tidiane Thiam n'est pas aussi calme qu'on le croit. Il n'est pas aussi indolent qu'on le croit. En tout cas, personnellement, j'ai toujours pensé que M. Tidiane Thiam était un homme trop calme, un homme qui ne réagissait pas. Mais en tout cas, il m'a montré aujourd'hui que non, il réagit. Il peut réagir, il sait réagir. Et quand il veut réagir, il réagit et il réagit très bien. Donc, le président Tidiane Thiam, oui, il a été très clair. Il a dit à M. Alain Foka que le menteur, ce n'est pas lui. Le menteur, et ça n'a pas changé. M. Ouattara a toujours fait ça. Il a menti à Bédié, à qui il a fait des promesses, et puis quand le moment est arrivé d'honorer ces promesses-là, eh bien, il a sorti le grand jeu et M. Bédié n'a eu que ses yeux pour pleurer. Il a fait la même chose avec Guy Robert, et aujourd'hui, il s'apprête, il a fait la même chose à Tidiane Thiam, parce que quand M. Thiam nous dit que quand il rencontre Ouattara, Ouattara n'est pas candidat, Ouattara ne veut pas être candidat, et qu'après on sort dans son dos pour aller faire autre chose, mais il n'y a pas de... D'ailleurs, moi je voudrais que les Ivoiriens comprennent que M. Ouattara, il se comporte comme un serpent. Et ceux qui font confiance au serpent, c'est que vous ne savez pas à qui vous faites confiance. Un serpent, on ne doit pas lui faire confiance. Parce que le serpent, il n'y a pas un plus grand traître que lui, il n'y a pas un plus grand hypocrite que lui. Le serpent, vous pouvez jouer avec lui, il peut être dans votre maison, il peut traîner là sur son ventre dans votre maison, vous lui donnez tous les poulets de la terre, il mange ça, il est content, il grossit, mais croyez-moi, un jour, vous allez vous réveiller et il s'est enroulé autour de vous en train de s'étirer pour casser vos os afin de vous avaler. Le serpent ne peut pas être ami de quelqu'un. Quand Dieu a créé les animaux là, s'il y a un animal avec qui on ne peut pas faire l'amitié, c'est le serpent. Et voilà pourquoi tous ceux qui font amitié avec M. Ouattara finissent par la mort. Et ils vont continuer à mourir. C'est le problème. Parce que M. Ouattara a cette manière d'agir qui nous rappelle carrément l'attitude du serpent. Parce que le serpent ne connaît pas la fidélité. Entre le serpent et l'humanité, il y a une guerre éternelle. Et donc cette guerre a fait qu'il ne peut pas avoir d'amis. Hein? Le serpent vient pour tuer, il vient pour piquer, il vient pour détruire. Et M. Tidiane Thiam, maintenant on comprend pourquoi une fois il est sorti pour dire « je ne peux pas mettre un serpent dans mon pantalon ». Parce que justement, après ce que M. Ouattara a fait, il s'est rendu compte que c'est un monsieur très dangereux et qu'il faut s'éloigner de lui parce qu'il est dangereux.
Et M. Tidiane Thiam a eu raison de s'éloigner de M. Ouattara, parce que M. Ouattara est dangereux. Voilà, quand vous appelez un jeune homme qui vous respecte, qui vous honore, et que vous dites à ce jeune homme-là, non, écoutez, j'ai déjà fait 2 ou 3 mandats, je ne vais plus me représenter, et que ce jeune homme est en confiance, et que maintenant vous sortez pour faire des micmacs, non seulement pour assurer votre candidature, mais pire, vous sortez même pour le détruire, hein, en contestant sa nationalité, en l'empêchant, en voulant faire de lui un apatride, et tous ces comportements que M. Ouattara a eus, ce sont des comportements qui ont prouvé à M. Tidiane Thiam que c'est un homme très dangereux dont il faut se méfier. Et tous les Ivoiriens qui ne se sont pas méfiés de M. Ouattara, eh bien, croyez-moi, ils en ont payé le prix. Oui, ils en ont payé le prix. Parce que M. Ouattara n'est pas un ami de qui que ce soit en Côte d'Ivoire. M. Ouattara est l'ami de ses projets, l'ami de ce que lui il est venu faire en Côte d'Ivoire. Il le fait, et puis c'est tout ce qui l'intéresse. Donc tous les Ivoiriens, les gens comme Adjoumani, qui sont en train de vociférer autour de M. Ouattara, il faut que vous sachiez que d'un jour à l'autre, hein, quand M. Ouattara n'aura plus besoin de vous, eh bien, vous serez, comme les autres, vous serez passé à la casserole de la destruction, et puis l'histoire ne fera que retenir vos noms, mais en dehors de ça, c'est votre famille qui va pleurer. Voilà, donc M. Tidiane Thiam, aujourd'hui, nous a fait plaisir, il n'a pas été passif, il n'a pas subi le débat, il a été très réactif, et il a donné son point de vue, il a expliqué. D'ailleurs, une question que j'ai aimée dans ce que M. Tidiane Thiam a dit à M. Foka, c'est que on a l'habitude de le comparer à M. Ouattara. Les gens ont l'habitude de dire, oh voilà, c'est un autre Ouattara qui arrive, oh voilà, c'est un autre Ouattara qui vient. Et aujourd'hui, M. Tidiane Thiam a dit à tout le monde, désolé, mais je ne suis pas un autre Ouattara. Désolé, je ne suis pas un autre Ouattara. Je ne suis pas comme lui. D'ailleurs, il n'est pas comme lui. Pourquoi? Parce qu'il a une histoire avec la Côte d'Ivoire. On commence déjà par là. Il a une histoire avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est son pays. La Côte d'Ivoire, c'est sa nation. Les Ivoiriens sont ses frères. Donc, il n'est pas, sur ce plan-là, il est différent de M. Ouattara. On ne peut pas le comparer à Ouattara parce que Ouattara, c'est un Burkinabé qui est arrivé en Côte d'Ivoire dans les années 89-90. Donc, il n'est pas vraiment comme M. Tidiane Thiam. Ça, c'est déjà un point. M. Tidiane Thiam lui dit, écoutez, M. Alain Foka, ne me rabaissez pas. Je n'étais pas un fonctionnaire international qui gagne maximum 500 000, 1 million et qui est très heureux, et c'est le salaire des fonctionnaires internationaux. Entre parenthèses, aujourd'hui, les suiveurs de M. Ouattara qui ont pris drap, comme on dit en Côte d'Ivoire, sont en train de maintenant crier au scandale parce qu'il avait dit qu'il avait des bateaux, il avait des avions, il avait des voitures, il avait des comptes bancaires. M. Ouattara était le conseiller financier du Shah du roi d'Arabie Saoudite. Il était payé à, je ne sais pas, 300 et quelques mille par jour, etc., etc. Et aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte que M. Ouattara est tout simplement un pafloteur, hein, c'est-à-dire un menteur. C'est-à-dire quelqu'un qui raconte des choses pour mentir aux gens. Il se donne une identité qu'il n'a pas. C'est ça le pafloteur. C'est quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Et donc, c'est même ses supporters ont découvert que M. Ouattara n'a pas d'avion, M. Ouattara n'a pas de bateau. Tout ce que M. Ouattara a en réalité, c'était le chapeau blanc qu'il portait pendant sa campagne. Oui, ça il avait. Et voilà pourquoi il a misé si fort pour être le président de la Côte d'Ivoire à tous les coups, parce qu'il savait qu'en devenant le président de la Côte d'Ivoire, il pouvait s'enrichir et enrichir sa famille. Donc, M. Ouattara a menti à ceux qui l'ont suivi. Je ne dirais pas aux Ivoiriens, parce que ce ne sont pas les Ivoiriens qui l'ont forcément suivi. Il y a quelques brebis perdues, brebis égarées qui ont suivi M. Ouattara, oui, mais en général, les Ivoiriens n'ont pas avalé tous ces mensonges que M. Ouattara a étalé en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, pendant sa campagne, on l'a vu, il va construire des maisons, des logements sociaux que les gens vont prendre. Ils vont payer 25 000 francs par mois, ou bien quoi, à raison de 25 millions qu'ils vont payer, etc.
Bon, c'est lui seul qui peut vous répéter sa gymnastique, mais toujours est-il que après 15 années, rien ne s'est produit. Au contraire, on a attristé davantage les Ivoiriens. Non seulement on leur a pas donné de maison, mais en plus, les taudis dans lesquels ils habitaient, on est allé, on a cassé ces taudis. Donc voilà un peu M. Ouattara. Et donc c'est tout à fait normal que M. Tidiane Thiam soit un peu offensé quand M. Foka, Alain Foka lui dit qu'il est la copie de M. Ouattara, parce qu'effectivement, il n'est pas la copie de M. Ouattara. M. Ouattara est burkinabé, M. Ouattara parle le moussi. Je ne pense pas que Tidiane Thiam parle le moussi, je ne pense même pas qu'il comprenne le moussi. Je ne sais même pas s'il est déjà allé au Burkina une seule fois. Les parents de M. Ouattara sont enterrés à Saint-Dou au Burkina Faso. M. Tidiane Thiam n'a aucun parent au Burkina Faso. Donc c'est tout à fait normal que notre cher frère s'énerve quand M. Foka fait ce genre d'allusion, de comparaison bidon qui ne tiennent pas le coup, de comparaison vraiment bidon, voilà, qui ne tiennent pas la route. Voilà, il n'est pas un fonctionnaire à la retraite, il n'est pas un fonctionnaire international, donc voilà, et il faut que les gens le comprennent. Il veut que cela soit clair. Il a aussi insisté sur le fait qu'il n'est pas un menteur. C'est très important, parce qu'un président de la République, il doit avoir une personne morale, et sa moralité doit être sans équivoque. Sa moralité doit être la moralité d'un homme propre, d'un homme pur, d'un homme chez qui on ne peut pas trouver quelque chose à redire. Vous avez vu M. Ouattara, il y a tellement de vidéos qui montrent combien de fois il ment. Hein? On n'a pas besoin de répéter ces vidéos. Vous les connaissez, vous les avez déjà vues. Combien de fois M. Ouattara a menti aux Ivoiriens et c'est enregistré. Donc, ce n'est pas à nous de répéter ça pour vous. Alors, M. Tidiane Thiam s'assure que cela soit clair pour tout le monde. Il n'est pas un menteur. Il ne sera pas un menteur. Il ne veut pas être associé à un menteur parce qu'il est un homme de probité. Et c'est très important. Il a aussi montré qu'il a servi dans des compagnies qui embauchaient des milliers de personnes pendant que M. Ouattara il travaillait pour quelqu'un. Donc, c'est un peu ça. Il faut que ça soit clair. Tous ceux qui sont amoureux de M. Ouattara et qui pensent que c'est un demi-dieu là, il faut qu'ils reviennent sur terre pour réaliser que Alassane Dramane Ouattara n'est pas un demi-dieu. Hein, c'est un être humain, voilà, tout simplement, qui est très fort dans le paflotage. Et donc, voilà. Alors, je ne sais pas si M. Adjeyi est là ce soir avec moi. Et si c'est cela, je suis là. Voilà, bonsoir M. Adjeyi. Bonsoir, si c'est cela. Voilà. Alors, vous êtes allé vous enjailler, comme on dit en Côte d'Ivoire, à New York, sans nous inviter nous autres. Voilà. Et ça, c'est M. Dunga. Il ne m'a pas invité. Donc, je vais régler mes comptes avec lui après. Il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, M. Adjeyi, ce soir, nous parlons de M. Tidiane Thiam. C'est son anniversaire aujourd'hui. Et puis, il a eu un débat. Voilà, il a eu un débat avec M. Foka. Et dans ce débat-là, il n'a pas... Je sais que vous avez écouté un bout tout à l'heure quand Jacques a parlé de cela. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Tidiane Thiam est acculé et il est en train de sortir une image qu'on n'a pas connue de lui? Est-ce que ça va jouer en sa faveur? Est-ce que les militants seront contents que M. Tidiane Thiam réponde avec une certaine, je ne dirais pas violence, mais fermeté aujourd'hui? Monsieur Adjeyi? Oui, c'est cela. En tout cas, j'ai compris votre question. Bon, c'est une interview. Chaque politicien est passé par là. Il n'y a pas longtemps, le président Laurent Gbagbo était en face de Jacques Foka. Et Alain Foka, pardon. C'est quoi, Jean Foka, Alain Foka? Alain Foka, pardon. Et donc, bon, on apprécie
les uns et les autres par rapport à ces interviews. Il faut dire qu'il était un peu en colère vu le traitement que le régime a envers lui. Et donc, il n'est pas passé par le dos de la cuillère pour dire ce qui était sur son cœur. Vous voyez, on peut être calme, on peut être inoffensif, mais à un moment donné, on a des êtres humains, on peut s'énerver et bon, sortir de sa coquille. Et c'est ce que moi, personnellement, j'ai senti. Il était vraiment en colère et il a déversé cette colère-là. Même vis-à-vis même de certains journalistes qui ont commencé tout ce désordre-là, si je peux l'appeler ainsi, tel que Arthur Banga. Il n'est pas passé par les 4 chemins pour dire ce qu'il avait sur le cœur. Voilà. Voilà. Alors, oui. Alors, ma question, c'était que, est-ce que vous pensez que ces militants seront satisfaits ou bien alors ça va un peu les déranger de voir que leur président sort de ses gongs aujourd'hui? Non, ça ne va pas les déranger parce que, bon, c'est leur président. Ils ont confiance en lui. Si il décide de parler, ils savent que ce qu'il va dire, il va assumer. Donc, ça ne va pas les déranger, je ne pense pas. Ce qui va les déranger, c'est le traitement que le régime lui réserve. Sinon, ce qu'il a dit, bon, à une autre circonstance, il ne peut pas répéter la même chose. Donc, ça peut varier selon les périodes, quoi. Voilà. Et à votre avis, quel traitement pensez-vous que le RHDP lui réserve? Le RHDP dit qu'il n'est pas ivoirien. Et pourtant, il est ivoirien. Ce point d'ivoirité-là, ça peut énerver tout le monde. Parce que celui-même qui est à la base de tout ça n'est pas ivoirien. Et lui, il est sur la liste électorale. Lui, il veut être candidat. Pourtant, il sait qu'il n'est pas ivoirien. Et il n'a jamais présenté un décret qui dit qu'il a renoncé à la nationalité voltaïque, américaine ou bien française. Et c'est lui qui poursuit les autres pour ces cas-là. Donc, ça peut énerver tout le monde. Non, vous comprenez? Celui-même qui est à la base de ça, là, lui-même n'est pas clair. Donc, c'est normal que, bon, les gens s'énervent. Voilà, quoi. Il est dans la logique du trop, c'est trop, en fait. Oui, il est dans la logique du trop, c'est trop. Et oui, justement, dans cette logique du trop, c'est trop, est-ce que vous pensez que cette attitude aujourd'hui qu'il a eue en face d'Alain Foka pourra réveiller un peu la conscience de beaucoup d'Ivoiriens pour dire attention, tout le monde maintenant commence à nous rejoindre, on est fatigué de Ouattara et il y a l'appel du 2 août, n'est-ce pas, la sortie du 2 août qui est en préparation. Est-ce que vous pensez que c'est par rapport à tout ça que M. Tidiane Thiam aujourd'hui ne veut plus jouer la carte de la victime, mais il veut être vraiment sur l'attaque? Oui, il a décidé de se positionner face à toutes ces dérives-là et ces incongruités, si je peux les appeler ainsi. Et voilà, et puisqu'on approche vers la date butoir, il faut qu'il sorte ses griffes pour attaquer. C'est un peu ça. Voilà. Il faut qu'il sorte ses griffes pour attaquer. Alors, le 2 août, il y a une manifestation qui se prépare. D'ailleurs, par rapport à ça, on a vu certains activistes du RHDP qui ne se sont pas cachés sur l'Internet et qui ont sorti des couteaux. Il y en a qui ont des couteaux, il y en a qui disent que si les gens sortent, en tout cas, ils seront là, ils vont régler leur compte. Est-ce que vous pensez que cette marche-là sera paisible, M. Adjei? Est-ce qu'on ne risque pas de perdre des vies? Si c'est ça, les partisans du RHDP doivent comprendre que nous sommes dans une nation, dans un État. Et l'État est régi par des lois, par une constitution. La marche est légale. Et nous avons annoncé cette marche comme une marche pacifique pour mettre, disons, sur la voie publique nos revendications, pour que le monde entier sache pourquoi nous marchons, qu'est-ce que nous voulons. Celui qui vient avec ses machettes, ses bacs à verre pour nous affronter, ça c'est son problème et le problème de leur régime.
Mais nous sommes à un carrefour où on a dit trop, c'est trop. On marche parce que nous, on n'a pas d'armée. Nous, on se réfère à la Constitution qui dit que quand le peuple n'est pas content, il doit manifester pour exprimer son mécontentement. C'est écrit par la loi. Donc, celui qui ne le respecte pas, qui vient avec ses machettes, il va faire face à la justice mondiale. Sinon, la justice populaire un jour. Parce que ce régime, on va prendre ça un jour. Donc, nous, on n'a pas... Nous, on va marcher. Ceux qui vont venir là, avec leurs machettes là, on les attend. C'est tout. Voilà, c'est tout, c'est ça. Oui, mais voilà. Justement, vous savez que ceux qui viennent avec les machettes ont la justice de leur côté. Hein. Je parle du système judiciaire de la Côte d'Ivoire. Pas que c'est la justice en tant que le mot justice, mais je veux dire le système judiciaire de la Côte d'Ivoire, celui qui protège en fait ces assassins-là en Côte d'Ivoire. Voilà, donc on peut tuer les gens et puis ils ne vont nulle part. Vous avez vu, comment on appelle ça, le jeune homme, le Burkinabé qui vient de mourir dans des conditions très floues et personne n'est capable de dire à tout le monde ce qui s'est passé. On dit plutôt que bon, il est mort, bon, il est ceci, et ça reste comme ça. Et le gendarme qui était celui qui le surveillait et qui a dit aux journalistes qu'il a été assassiné, on l'a retrouvé aussi mort au plateau. Voilà. Donc nous sommes dans un pays en fait d'insécurité. Est-ce que l'opposition a quand je veux dire plan B par rapport à la protection de tous ceux qui vont sortir, est-ce que l'opposition peut sécuriser tous ceux qui vont sortir le 2 août? En fait, une marche pacifique, elle se sécurise par, disons, ce qu'on appelle les forces de l'ordre. Ça se passe ici, en Occident, aux États-Unis. Quand on annonce une marche, on voit les forces de l'ordre pour éviter qu'il y ait du désordre. Et eux-mêmes, ils nous disent que nous sommes dans un état de droit. Donc, ils sont obligés de veiller à ce que ça se passe bien. Maintenant, si eux-mêmes ils viennent pour mettre le désordre, alors ils vont apprendre à leur dépens, comme ils ont l'habitude de le dire. Pour nous, c'est une marche pacifique. Ce n'est pas une marche de guerre. Ce n'est pas une déclaration de guerre. Aujourd'hui, ils ont tous les mercenaires de leur côté. Mais si c'est ça là, ce ne serait pas tous les jours qu'ils auront ça. Ça va prendre fin un jour. Et le réveil de la pièce, ils vont s'attendre à ça. L'opposition a annoncé une marche pacifique. Point. Voilà. C'est à eux de dealer avec. Le jeune qui est mort, on sait que c'est eux qui l'ont tué. Et aujourd'hui, ça nous rappelle que les cas récents qu'on a eus, on n'a pas mis la main sur l'honorable Doumi, sur le jeune Jerif Ousmane, sur mon propre frère Boga Sako. Mais c'est ça, voilà ce qui allait arriver. C'est clair. Un jeune activiste, on dit qu'il veut faire coup d'État, c'est qu'on le tue. Mais ça, c'est quoi ça? Donc, c'est avec les tueries là qu'on résout le problème. Comprenez un peu à quoi nous avons affaire. Nous avons affaire à des zombies. Je prends pour des êtres humains, mais en fait, ce sont des zombies. Voilà. Ils sont prêts à tout. Ah oui. Juste pour protéger leur régime, pour eux, ça ne va jamais prendre fin. Mais ils se trompent. Ils se trompent. Ils se trompent. Ils se trompent. Ah, ils se trompent. Ça, sincèrement, ils se trompent. Je suis obligé de le dire. Moi, j'ai un peu peur, M. Adjei. J'ai un peu peur pour tous ces jeunes qui vont sortir. Parce que c'est vrai qu'on s'est dit qu'il faut un rapport de force pour obliger M. Ouattara à reculer. Mais en même temps, on sait que quand il y a la mort, ce sont nos frères qu'on tue.
Ce sont nos frères qui perdent leur vie. Et comme on le sait, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que on va les tuer pour rien. Est-ce que cette marche-là, elle est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on ne peut pas attendre? On ne tue pas des marcheurs dans aucun pays au monde. Si Ouattara veut, il les tue. Comme eux, ils n'ont pas de sang dans leur corps, ils n'ont qu'à tuer. Mais nous, pour nous, c'est une marche pacifique. Et donc, comme c'est leur habitude, c'est de tuer, de trouver une opportunité pour tuer. Je sais une chose, je sais que ça n'a pas rester éternel. C'est tout ce que je sais. Ça ne sera pas éternel. Voilà. Ils n'ont qu'à tuer. Comme ils ne vont plus jamais rester là, ils ne veulent pas rester en Côte d'Ivoire, quand ça va changer là, ils vont prendre leur bagage et partir. Sinon, nous, on veut marcher librement, pacifiquement, pour faire entendre nos revendications. Parce que dans un état normal, lorsqu'il y a une élection, les gens s'asseyent. On appelle ça strategic planning. On veut aller à une élection, on fait tous le planning. Est-ce que les conditions sont réunies pour ceci, pour cela, pour ceci, cela? Est-ce que les candidats sont en sécurité? Mais on ne tue pas parce que les gens veulent revendiquer, non? Donc voilà, c'est ça. On ne tue pas parce que les gens veulent revendiquer, oui. Mais le problème aujourd'hui, c'est que moi, je suis d'accord pour la marche, Michel Dey. Vous êtes d'accord pour la marche et certainement ceux qui vont sortir en Côte d'Ivoire sont aussi d'accord pour la marche. Mais le revers de la médaille, le voici et il faut qu'on en parle. Est-ce qu'on a fait assez de mobilisation? Parce que pour que cette marche-là fasse reculer M. Ouattara, il faut que ce soit un nombre très, très, très important de personnes. Il faut que ce soit des centaines de milliers d'Ivoiriens qui sortent pour faire reculer le pouvoir. Mais si demain, on voit sortir 2000 personnes, 3000 personnes, et que les autres partis ne se mêlent pas et que les gens ne sont pas nombreux, vous voyez que ce sera un peu comme une claque au visage. Alors, quels sont les atouts aujourd'hui, quelles sont les mesures pour que l'opposition est en train de mettre en place pour que le maximum d'Ivoiriens sortent? Alors, je vais faire la différence entre un soulèvement populaire et une marche pacifique. Le soulèvement populaire vient instantanément. On ne demande pas de permission pour ça. On ne trace pas un itinéraire pour un soulèvement populaire. C'est différent. Une marche pacifique, oui, on demande la permission et on trace un itinéraire. C'est deux choses différentes. Cette marche, même si c'est 2000 personnes, ils doivent marcher selon la Constitution. Quand ça finit, on fait le bilan et on appelle dialogue politique. Et puis on avance. Dans la mesure qu'on approche du stade du victoire électoral, on revendique, on continue de prôner le dialogue politique, la révision de la liste électorale, la restriction des candidats à la liste, au fur et à mesure qu'on approche la date butoir. Un soulèvement populaire, on ne calcule pas. Un matin, le peuple soulève, il s'est levé. Donc, c'est différent. Peu importe le nombre, c'est une marche pacifique. On n'est pas encore autre chose. Voilà ce que je peux dire. Est-ce qu'il y en aura encore plus? Est-ce qu'on aura encore beaucoup d'autres marches? Mais bien sûr, parce que les Ivoiriens ont gros sur le cœur. Et après le 6, quand il va parler, selon ce qu'il va dire, il aura des réactions. Et le peuple réagira en fonction. Voilà. Et s'il refuse le dialogue politique, le peuple agissera pour dire, puisqu'on appelle le dialogue politique, on n'a pas mis en place
les règles qu'il faut pour que les gens se passent pacifiquement, alors on n'a pas de tort. Voilà. Cela au peuple d'abuser, quoi. Oui. D'accord. Alors, vu aujourd'hui, M. Tidiane Thiam est sorti. La dernière fois, c'était M. Laurent Gbagbo Je suis qui là, a sorti. s'il vous plaît. D'accord, merci. Bonsoir, M. Douga. C'était M. Laurent Gbagbo qui a sorti aussi beaucoup de secrets sur M. Alassane Ouattara. Alors, aujourd'hui, avec tout ce que Tidiane Thiam a dit, est-ce qu'on peut lui faire confiance maintenant? Parce qu'il a été clair, il n'est pas pro-français. Il n'est pas là pour la France, il est là pour la Côte d'Ivoire. Et je vais commencer cette question avec M. Dougan, parce que M. Dougan nous a tous dit ici que M. Tidiane Thiam, c'est une autre version de M. Ouattara, parce que la France sera derrière lui, il va tout donner à la France. Bonsoir, M. Dougan. Oui, bonsoir, Sister Sarah. Merci de me ramener ce que j'ai dit. Je voudrais apporter plus de précision. J'ai toujours dit que M. Tidiane Thiam, c'est dans le même sillon de la mondialisation de M. Dramane Ouattara. Et j'ai toujours dit que où M. Tidiane Thiam est arrivé là, M. Dramane Ouattara n'est pas arrivé là-bas. Mais M. Tidiane Thiam a 3 atouts qui font que M. Tidiane Thiam ne peut pas faire comme Dramane Ouattara, c'est-à-dire être à la botte de la France. Je ne dis pas que quand Tidiane Thiam va venir, c'est pour rompre avec la France. Non. Le problème n'est pas de rompre avec quiconque que ce soit. Le problème, c'est d'avoir des relations équitables, des relations, ce qu'on appelle maintenant gagnant-gagnant, entre tous les pays de la planète. Donc, M. Tidiane Thiam, je l'ai toujours dit, même si il a grandi dans le sillon de la mondialisation, comme Dramane Ouattara, il ne peut pas agir comme Dramane Ouattara le fait. Parce que Dramane Ouattara, d'abord, ce n'est pas un Ivoirien. Donc, lui, il peut tout céder, il peut vendre tout, il peut liquider la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le cas de M. Tidiane Thiam. Et j'ai dit, M. Tidiane Thiam, c'est un garçon très intelligent. Tout le monde reconnaît son intelligence et ses capacités. Donc, M. Tidiane Thiam, on ne peut pas, comment ça s'appelle, on ne peut pas faire pression sur lui. Comme Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, c'est un vaurien, il ne connaît rien. Il n'a jamais eu de bonnes notes à l'école. C'est différent. Troisièmement, je dis, M. Tidiane Thiam, on ne peut pas faire pression sur lui de manière, de manière financière. On ne peut pas faire pression sur Tidiane Thiam. Il est né dans l'or, il a grandi dans l'or, et Houphouët-Boigny leur a légué toutes ses richesses. Donc, un monsieur comme ça, on ne peut pas l'influencer. Et j'ai toujours dit, M. Tidiane Thiam, quand les gens disent non, il a été dans la banque et il a dirigé les grandes institutions, moi, c'est pas ça qui me régale. Et j'ai toujours dit, quand M. Tidiane Thiam venait être président, ministre en Côte d'Ivoire, et qu'il avait fait les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, il n'avait pas dirigé une institution financière de haute envergure. C'est un enfant qui a déjà les qualités. Et les qualités. Et ça, on ne peut pas le lui renier par rapport à Dramane Ouattara. M. Dramane Ouattara peut faire la guerre à l'AES. M. Tidiane Thiam ne pourra jamais aller engager une guerre contre les pays de l'AES. M. Tidiane Thiam est élu pour la Côte d'Ivoire, il n'est pas élu pour les autres pays de l'AES. Donc, je suis clair là-dessus. Même si quelquefois il dit des choses que nous ne sommes pas trop d'accord avec lui, mais M. Tidiane Thiam, il a toujours prouvé qu'il était pro-ivoirien, même quand il était déjà aux grands travaux. Il a déjà prouvé ça. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, je le dis toujours, M. Tidiane Thiam, comment ça s'appelle? La France, même s'il est dans leur sillon, mais la France ne peut pas, ne peut pas soutenir, comment ça s'appelle, la candidature de M. Thiam contre Dramane Ouattara parce que les enjeux géostratégiques actuels ne permettent pas à la France de supporter Thiam qui viendra avec un nouveau agenda. Alors que ils sont déjà dans la continuité, ils sont avec Dramane, ils préfèrent continuer cela. Donc j'ai été toujours clair dans mes idées. Maintenant, dans la question que vous posez, reposez la question s'il vous plaît. Oui, ma question c'est, est-ce que maintenant on peut lui faire confiance puisque il a été très clair qu'il n'est pas pro-France?
et qu'il vient, il est pour la Côte d'Ivoire. Pour lui, c'est la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir des attitudes de l'AES dans sa gouvernance? Merci pour cette très belle question. M. Tidiane Thiam, il est pro-ivoirien. Ça, c'est clair. Il a dit quand il était aux grands travaux, il n'était même pas encore ministre. Il a prouvé cela. Et M. Tidiane Thiam n'est pas quelqu'un à qui on peut faire pression. Il a plus de 60 ans. Il a démontré toutes ses qualités, on ne peut pas faire pression sur lui. Donc, afin d'être pro-français, comme je l'ai dit au début, on ne vient pas. Moi, je suis pro-russe. Mais l'idée, ce n'est pas de rompre avec quiconque que ce soit. Je viens alors, je romps avec la France. Ça dépend du comportement de la France vis-à-vis de nous. Si les pays de l'AES ont quitté la France, c'est parce que la France ne voulait pas entendre quelque chose. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, ne nous amusons pas. Les Ivoiriens qui ne sont plus d'accord avec l'État français sont nombreux. Pas les Français, mais l'État français, la politique française en Afrique. Les Ivoiriens sont plus nombreux que ceux qui supportent toujours la France. Ça, c'est le groupe de choses. Donc, il n'y a pas de débat là. Mais le problème, ce n'est pas venir casser la baraque, c'est de normaliser les nouvelles relations et c'est ce que Thiam va faire. Et j'ai confiance en lui. Thiam va venir renormaliser les relations diplomatiques et politiques de relations entre anciennes colonies et comment ça s'appelle, États indépendants. C'est ça que Thiam va venir normaliser et la France ne veut pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que la France demande à Thiam? La France demande à Thiam de rejoindre le RHDP, de rejoindre Draman Ouattara. Parce que chez Draman Ouattara, il n'y a personne là-bas, il n'y a personne. Ils ont besoin de sang nouveau pour redémarrer, pour pousser leur appareil politique. Donc, ils ont besoin de Draman. C'est ce que Macron a dit, a demandé à Draman, fait tout pour rapprocher. Mais aujourd'hui, la signature entre le PPACI et le PDCI dans le Front commun, mais ça, c'est une signature qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça, ce sont des choses qui ont été signées depuis le temps du président Gbagbo et du président Bédié. C'est tout. Nous sommes dans cette continuité-là. Donc, quand les gens disent que le PDCI, non, la France n'a jamais voulu que le PDCI s'associe à, au FPI, au PPACI. Mais quand le FPI a fait front commun avec, le RDR pour enlever le Bédié, la France était d'accord. Pourquoi la France ne veut pas qu'aujourd'hui PDCI soit dans un front commun avec le PPACI, c'est-à-dire Laurent Gbagbo? Donc, la situation est très claire. M. Thiam, s'il veut casser s'il veut tuer sa carrière politique, il n'a qu'à retourner au RHDP. Il n'a qu'à aller au RHDP, on va pas plus, le PDCI est mort là. C'est fini là. Non, mais il a été clair qu'il ne va pas, il va pas avec il va pas aller parce que c'est ce que Macron a fait. Macron a levé, a poussé des jeunes comme les Atu Banga et puis certains Ouraga sur les chaînes de télévision pour aller faire la promotion de M. Tidiane Thiam pour le pousser à revenir à la politique parce qu'on a besoin de lui, c'est un grand intellectuel, il doit venir prouver ses preuves à la Côte d'Ivoire, on a besoin de lui. C'est eux qui ont fait les chantages. C'est eux qui ont lancé M. Thiam sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, sur les télévisions. Maintenant, il arrive parce qu'il est parti au PDCI, on a monté toute cette cabale contre lui. C'est tout. Oui, exactement. Et c'est pas maintenant, et j'ai dit ici, il y a 2 mois de cela, lorsque le président Thiam est parti, ça fait 3 mois qu'il est parti, dès qu'il est parti en France, j'ai dit que M. Thiam tienne bon et qu'il ne se compromette pas avec le RHDP. Aujourd'hui, c'est clair, il vient de dire, c'est terminé là. M. Thiam, c'est l'enfant du peuple. Et M. Thiam ne peut pas faire appliquer 100% la politique française en cours. M. Thiam arrive pour normaliser les nouvelles relations entre la Côte d'Ivoire et la France. La France, avec surtout, suivant le contexte actuel dans lequel nous nous trouvons. Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci, monsieur.
Monsieur Dunga. Oui, alors, M. Adjei, vous voulez répondre à ça? Siam n'est pas... Siam Côte d'Ivoire d'abord, vous voulez répondre à ça? Est-ce qu'on risque d'avoir des tendances AES chez M. Tidiane Siam? Et donc, j'ajoute cette autre question, M. Dunga reviendra tout à l'heure. Est-ce que M. Tidiane Siam sera justement l'élément qui va faire perdre la France, la Côte d'Ivoire à la France? C'est-à-dire qui va faire que la France va perdre la Côte d'Ivoire après 2025? Aujourd'hui, tout le monde sait que aucun pays africain ne doit encore demeurer sur le joug français. Nous sommes à l'ère de la souveraineté. Que ce soit Thiam ou que ce soit quelqu'un d'autre, c'est clair que nous en avons assez avec la France. Donc ça, c'est clair. L'AES vient de donner le ton. C'est un exemple palpable de souveraineté pour les pays africains. Et ça, celui qui ne comprend pas ça, c'est qu'il est d'accord avec ce que la France fait aux pays africains. Donc, si Tidiane Thiam vient au pouvoir demain, mais il est obligé d'être en accord avec l'AES. Aujourd'hui, ils sont en train de créer une monnaie, une banque. Ça, c'est pour le développement de leur environnement, leur pays et leur nation. La Côte d'Ivoire doit s'ajouter, les autres pays doivent s'ajouter pour pouvoir se développer. Regardez aujourd'hui le Burkina. Ce n'est plus le Burkina de l'ère Blaise Compaoré. Donc, aujourd'hui, la tendance, c'est ça. Nous devons aller vers notre souveraineté. Si cela nous oblige à rejoindre l'AES, mais c'est pour notre avantage. Aujourd'hui, la France ne peut plus piller l'uranium du Niger après qu'on a créé l'AES. Aujourd'hui, le Niger avance vers la prospérité. C'est ce que nous voulons pour notre pays. Plus de bases militaires étrangères. Donc, tout président qui va venir en Côte d'Ivoire, ce sera la ligne de conduite de tout président. Tiam y compris, Laurent Gbagbo y compris. Voilà. Alors, est-ce que justement, si M. Tidiane Thiam est déjà en train d'affirmer le fait qu'il n'est pas du tout pro-français, en d'autres termes, il est plutôt pro-ivoirien, et qu'il a affirmé avec véhémence. D'ailleurs, on sent même qu'il est un peu fatigué d'entendre ces accusations du genre « il roule pour la France ». Et donc, si lui n'est pas pour la France, est-ce que vous ne pensez pas que ça va créer un problème au sein de leur coalition avec M. Laurent Gbagbo? Puisque pour tous ceux qui supportent M. Laurent Gbagbo, c'est le Gbagbo seul qui est capable aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et je vais aller vers M. Dunga avec cette question, puis je reviens vers vous. C'est le président Gbagbo seul qui est capable justement de faire sortir la Côte d'Ivoire de l'hégémonie française et de la faire entrer dans l'AES. M. Dunga. Bon, je ne suis pas disponible pour le moment, donnez-moi 5 minutes. Je réponds à cette question. D'accord, allez-y, M. Adjei. Non, c'est ça, il faut que je sois clair sur le problème de Laurent Gbagbo. Nous, les Gors et les Gbagbo ou la mort, comme on appelle les gommes, nous disons que il y a une injustice qui a été faite à Laurent Gbagbo. Et donc, nous ne pouvons pas l'accepter. Normalement, si tout s'est passé comme il se devait, quand Laurent Gbagbo sort de la haie, on vient l'installer à la présidence et on amène Ouattara à la CPI. C'était le schéma. C'est à ça que nous nous attendions. C'est ça là. Mais comme ce n'est pas passé comme ça, alors l'occasion lui est donnée de revenir, de faire cette élection et de reprendre le pouvoir, même si c'est pour 1 an, 2 ans. Mais il faut qu'on reparte cette injustice. Ça, c'est clair. Sinon, ce n'est pas parce que c'est Laurent Gbagbo seul qui peut faire. Non, c'est un être humain. Il passe, les êtres humains passent. Mais cette injustice, on doit la réparer coûte que coûte. Peu importe ce que ça va nous faire. Voilà une autre logique. Sinon, après Laurent Gbagbo, même si on me met à la tête de la Côte d'Ivoire, je peux faire des prouesses. Pourquoi pas? Oui. Mais
ce qui concerne Laurent Gbagbo, on doit réparer cette injustice et le monde doit voir, les partisans de Ouattara doivent voir que nous, Ivoiriens, nous sommes pour la justice. Voilà un peu notre posture. Votre position. Yes. D'accord. C'est une posture qui, comme on dit en anglais, make sense, mais toujours est-il que, voyant la situation actuelle aujourd'hui, est-ce que M. Tidiane Thiam et M. Laurent Gbagbo ne vont pas finir par à se manger le nez? Parce que aujourd'hui, le PDCI pense que M. Tidiane Thiam est le mieux habilité à sortir la Côte d'Ivoire de là où elle est, et le PPACI pense que c'est M. Laurent Gbagbo qui est mieux habilité à faire ce travail-là. Alors, est-ce que arriver devant là-bas, ça ne va pas créer un problème et qui va vraiment permettre au RHDP de prendre encore le pouvoir? Parce que s'il commence à se manger le nez là-bas sur le positionnement de qui doit être pris, qui ne doit pas être pris, on risque de se retrouver dans une situation où le troisième larron va courir avec le prix. Non, ce ne sera pas comme ça sur ça. Le PDCI et le PPACI ont créé une plateforme, c'est pour marcher ensemble, avoir les mêmes revendications. Comme on dit ici, if push come to shove, c'est-à-dire dans le cas échéant, on va s'asseoir et devenir un leader, un candidat commun. On ne va pas se manger le nez parce qu'on a un défi devant nous qui est Draman Ouattara qui ne veut pas laisser le pouvoir. Donc il faut se mettre ensemble pour le combattre. Le PPACI et le PDCI vont le faire à travers cette plateforme en front commun. On ne va pas se manger le nez. Je suis d'accord avec ça, la plateforme front commun. Ça, c'est le départ. C'est là où ça commence. Mais ma question, c'est que nous le savons et vous évitez la question parce que vous savez très bien que dans ce front commun-là, on veut que, par exemple, vous les Go et les Gom, comme vous l'avez dit, vous voulez que ce soit Gbagbo Laurent qui soit élu président. Alors, le PDCI veut que ce soit M. Tidiane Thiam. Ça veut donc dire, M. Adjei, que quand vous aurez fini de faire la lutte là, pour que M. Ouattara ne soit plus candidat, que les listes électorales soient révisées et qu'on entame un processus électoral transparent, arrivé devant là-bas, on va commencer à se bagarrer parce que vous n'allez plus vous entendre. Voilà ma question. Et est-ce que dans ce cas-là, ça ne va pas privilégier justement le candidat du RHDP parce qu'il faut faire 1+1 pour faire 2 contre 1. Voilà ma question. J'ai compris votre question. Pasteur Aka, je suis là. Bonsoir. D'accord. J'ai compris votre question, Sister Sarah. Mais vous savez, en toutes circonstances, on s'assoit, on parle et on fait le planning. On met le plan sur la table. Comment on commence, où on arrive, comment on avance et quel but nous voulons atteindre. On s'entendra. Parce que, comme j'ai cité sur le cas d'injustice et de réparation, nous allons nous comprendre, nous allons nous entendre pour que cette réparation soit faite. Et puis, voilà. Donc, on ne se mangera pas le nez. Nous sommes à un point où on doit réparer les injustices. Tiens, ça va se mettre à l'écart de cette injustice-là. Il va nous aider à la réparer. Voilà mon point de vue. Donc, si je vous comprends bien, Thiam va vous aider à mettre Gbagbo au pouvoir. Bien sûr, on va s'entendre. Justement, parce qu'on a une plateforme et il y a les pourparlers et il y a comment on appelle ça, l'enjeu même du pourparler, l'enjeu du combat. Nous n'allons pas à une élection ordinaire. C'est une élection de réparation d'injustice. C'est ça. Je vous comprends très bien, mais nous savons aussi que le PDCI ne va pas aux élections pour une réparation d'injustice. Le PDCI va aux élections. Non, ils ne vont pas pour une réparation d'injustice parce que eux, ils n'ont pas été à la CPI.
Gbagbo a été à la CPI, donc votre combat n'est pas le même. Voilà justement le sens de ma question. On va s'entendre, si c'est ça. On va s'entendre. Parce que ce qui est arrivé à Gbagbo peut arriver à n'importe qui. Oui, on comprend cela. Voilà, on comprend ça, M. Adjaye. On le comprend parfaitement, ce que vous dites. Mais la grande question, c'est que, arrivé devant là-bas, là, est-ce qu'on ne va pas se jouer les deuxième et les troisième larrons? Oui, parce que vous avez entendu quelques questions de ce qu'on a déjà couvert. Vous voulez faire un petit retour? Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Bon, merci à vous. Bonsoir, M. Aguirre, M. Kwasi et puis bon, tout le monde. Vous savez, nous sommes en politique. J'ai écouté et réécouté l'interview qu'a accordé M. Thiam au journal africain. Et il a dit beaucoup de vérités. Ça, il faut le reconnaître. Mais M. Thiam s'inscrit aujourd'hui dans la tendance populaire. C'est-à-dire, quand vous regardez aujourd'hui au niveau de la sous-région, au niveau même de l'Afrique en général, quelles sont les revendications des Africains, M. Thiam s'inscrit dans cette logique. Mais de ma part, la pratique va être très difficile compte tenu du profil qu'il a. C'est vrai, c'est un bon manager, c'est un homme intelligent, mais vu le profil qu'il a dans le système auquel il fonctionne, ce serait difficile. Nous allons nous retrouver à une politique au feu boigny, c'est-à-dire il faut faire manger les Ivoiriens, je ne vais pas dire les Africains, mais ce serait difficile que la séparation avec l'Occident soit catégorique. Ça, il ne faut pas rêver à ça, par rapport au profil qu'il a. Oui, mais M. Tidjane Thiam est très clair. Il n'a pas dit qu'il veut rompre forcément avec la France, mais il a dit qu'il faut que les rapports soient des rapports de respect. Et actuellement, ce n'est pas la même chose avec M. Ouattara qui, lui, n'a pas de rapport de respect, mais de rapport de soumission. Oui, mais déjà, à travers cette réponse, quand vous regardez un peu ce qui se passe avec l'AES, en général même avec l'Afrique, les Africains sont fatigués des Occidentaux, des Français. La France n'acceptera pas. Si la France veut avoir des rapports gagnant-gagnant, qu'est-ce qui les a empêchés de traiter avec le Mali, le Niger ou bien le Burkina? Le Burkina ne les a pas chassés parce qu'ils ont eu envie de les chasser. Le Burkina a toujours réclamé sa souveraineté par des accords gagnant-gagnant. Mais la diplomatie française n'a pas accepté parce qu'elle veut toujours avoir le contrôle, le monopole. Or, quand on considère les investissements que la France, pour ne pas dire l'Occident, par rapport à en Côte d'Ivoire, ils ont besoin d'un président qui saura faire le jeu. Et M. Tidjane est un pion. Aujourd'hui, le langage qu'il tient, il ne tient pas le langage par rapport à l'Occident, mais il tient le langage par rapport aux Africains, par rapport aux Ivoiriens. Parce que s'il veut être élu là, il faut qu'il nous fasse comprendre que c'est la Côte d'Ivoire. Mais regardez un peu son discours par rapport à d'autres. C'est différent. C'est différent. Or, nous aujourd'hui, nous voulons vraiment sortir même du joug colonial. Nous voulons sortir de là. Que la France nous laisse tranquille. Et que nous-mêmes nous décidons de ce que nous voulons. Nous ne voulons pas un président de semblant qui fait un peu. Non. On ne dit pas qu'on va couper avec la France, mais il faut que la France sache qu'elle ne peut plus avoir le monopole de nos capitaux ou contrôler les investissements. Parce que toutes les grandes entreprises aujourd'hui sont contrôlées par la France. Que ce soit l'électricité, que ce soit la solécie, que ce soit l'or, que ce soit le port, que ce soit le pétrole, je ne sais pas. C'est trop. Qu'est-ce que les Ivoiriens gagnent? Rien.
Mais il ne s'agit pas d'avoir un président qui va faire un peu semblant, nous donner un peu de garba, on mange, bon, on est content, on a clair, oh, ouais, et puis on est tous dans ce joug. Et après 5 ans ou 10 ans, si M. Thiam n'est plus là, on descend encore dans le joug colonial. C'est pas ce que nous voulons. Nous voulons quelqu'un qui va couper le cordon. Même que nous voulons quelqu'un qui va couper le cordon. Les choses, qui va couper carrément le cordon. Voilà, qui va tout couper. Qu'est-ce qui vous prouve que justement, ça va continuer à être comme ça? Parce que un autre leader peut venir et puis aller faire allégeance à la France. Mais oui, au moins, bien si sûr, M. Thiam bien, mais il fait ce qu'il est venu faire et puis après, on verra le reste. Mais pour l'instant, il ne veut pas qu'on l'associe à une certaine ressemblance avec M. Ouattara. Oui, non, je suis d'accord avec lui. Aujourd'hui, il a un profil, il a un profil intéressant. Il a les compétences, ça il faut le dire. Il faut le dire qu'il a les compétences. Aujourd'hui, il est quelqu'un qui est bien placé. Voilà, qui peut stabiliser, qui peut contrôler, qui peut. Ça, non, je ne doute pas sur ses compétences. Mais moi, je parle dans l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, si nous n'avons pas un président patriote à 100%, qui vient et qui met pas l'Ivoirien au cœur à 100%, et qui va de temps en temps, qui va faire un semblant de partage, d'équité. Dans 5 ans, dans 10 ans, on va revenir à zéro. On va revenir encore à la case de départ. C'est pas ce que nous souhaitons. Le prochain président de la Côte d'Ivoire doit être quelqu'un qui va redonner vie à la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire d'abord. Comme M. Trump dit ici aux États-Unis, American first. Et puis maintenant, on fait business. Qu'est-ce que je gagne avec toi? Qu'est-ce que tu gagnes avec moi? Donnant. Point. Mais on n'a pas besoin d'un président qui va venir faire un peu de semblant. Bon, voilà, parce qu'on ne veut pas de celui qui est là. Donc, on prend le remède, comme on dit parfois pour guérir certaines maladies. Bon, tu n'as pas le choix. Tu prends le remède que tu as juste pour te soulager. Nous, on n'a pas besoin de soulagement. On a besoin d'une guérison totale. On a besoin d'une séparation totale. On a besoin d'entrer vraiment dans une souveraineté totale où nous contrôlons notre communication, nous contrôlons notre sécurité, nous contrôlons notre économie, nous contrôlons notre monnaie, nous contrôlons nos richesses et nous les donnons à qui nous voulons donner de façon libérale. Parce que la Côte d'Ivoire a trop souffert. Ça, il faut qu'on le comprenne. Maintenant, sur le plan idéologique, c'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance, il a été clair, la tendance PPA, CIP, les CI, ils n'ont pas les mêmes idéologies, mais puisque l'objectif aujourd'hui, c'est de faire partie du pouvoir qui est là, bon, écoutez, mettons-nous ensemble quand même. Ouais, mais il a dit une chose qui est importante. Il dit, j'ai rencontré le président en exercice, le président Ouattara. S'il m'avait dit à l'époque que s'il serait candidat, les choses allaient être différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a toujours un attachement dans l'esprit fautif. Si le président Ouattara l'avait appelé pour dire, mon petit, écoute, c'est vrai, quand je t'ai rencontré, je n'étais pas encore situé vu les circonstances, mais vu les enjeux aujourd'hui, je pense que je vais chercher à faire un autre mandat pour pouvoir stabiliser certaines choses. Donc, ils allaient trouver un accord. Mais ça n'a pas été le cas. Moi, je ne pense, non, parce que je ne pense pas que quand il a dit ça, c'est dans le sens où il aurait permis à M. Ouattara d'avoir un accord avec lui. Je pense qu'il a souligné ce fait pour montrer que M. Ouattara est un homme à qui on ne peut pas faire confiance. Un homme qui ne tient pas parole. Pas par rapport au fait qu'il allait peut-être faire une alliance, je ne pense pas. Je crois qu'il a voulu montrer que M. Ouattara est un menteur, parce qu'il a été très clair pour dire que lui n'est pas menteur, et que quand M. Ouattara l'avait rencontré, il aurait dû être véridique pour dire qu'il veut être candidat. Mais lui ne comprend pas, Ouattara dit n'est pas candidat, et c'est quand lui maintenant il se présente qu'on commence à le persécuter. Je pense que c'était un peu dans ce sens-là. Non, bon oui, si vous voulez votre analyse est juste, mais moi je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas que c'est dans ce sens. Hein. Non, moi je ne pense pas, parce que si à cette époque, M. Ouattara, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore dit officiellement qu'il est candidat.
Même si certaines équations disent qu'il veut être machin et tout, mais il ne l'a pas encore dit. Même à son propre cas, il n'a pas encore dit. Parce qu'il est en train de peser le pour et le contre. Voilà, la Constitution ne lui permet pas, ou la Constitution lui permet, il y a trop d'enjeux. Donc, dans cette position-là, il est lui-même dans l'incertitude. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Donc, ce n'est pas à 2020, 2021, 2022, à 3 ans des élections, qu'il va dire je suis candidat. Non, ou bien il peut dire je ne serai pas candidat parce que les enjeux ne sont pas pareils. Aujourd'hui, les enjeux sont différents. Voilà. Mais moi, à travers cette déclaration, je vois que M. Thiam a quand même ce sentiment de voir le RHDP dans l'esprit de Oufoutis, même si les pratiques ne sont pas pareilles. Voilà, mais je ne l'en veux pas. Il a un profil auquel je supporte en tant que quelqu'un de capable. Voilà, mais aujourd'hui, le front commun avec le PPACI, c'est pour un objectif précis, avoir des élections transparentes, inclusives, la RE, parce qu'il a compris que il ne peut pas lui seul, en tant que PDCI, obtenir gain de cause sans le PPACI. Et le PPACI également ne peut pas avoir gain de cause sans le PDCI. C'est les deux partis les plus forts et qui sont très déterminés à confronter le RHDP. Si le RHDP est au pouvoir aujourd'hui, c'est grâce au PDCI. Donc, je pense que leur combat aujourd'hui, c'est de rééquilibrer la plateforme des choses de l'élection. Maintenant, une fois que ici ils arrivent à voir ce qu'ils réclament, à ce moment-là, vous allez voir que la décision va venir à travers des programmes de société, ce que chaque parti va présenter à la population comme programme. Parce que le PPACI ne va pas accepter d'aller supporter le président Thiam, ou bien le PDC ne va pas accepter d'aller supporter le président Gbagbo. Non, il n'aura pas de face à face. Une fois qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent par rapport aux élections, ce sera maintenant un débat d'idées, de gouvernance, de programme. Et les Ivoiriens vont choisir. C'est ce que les gens réclament. Mais pour l'heure, nous sommes confrontés tous au même problème. Mettons-nous ensemble et combattons. Maintenant, c'est au RHDP d'utiliser la sagesse pour créer les conditions qu'il faut pour qu'il y ait des élections inclusives, transparentes, et que le meilleur gagne. Et que les Ivoiriens choisissent librement. Mais sinon, on voit PPACI supporter PDCI dans une élection, ou bien PDCI supporter PPACI. Non, il ne faut pas rêver. Ils ont des voix différentes. Non. D'accord. D'accord. Alors, M. Dougan, je suis là. Est-ce que vous pouvez parler maintenant? Voilà. Vous nous avez toujours dit ici que le PPACI, M. Laurent Gbagbo a parlé avec M. Bédié. Aujourd'hui, la question que je pose, je la ramène vers vous. Alors, quand M. Laurent Gbagbo et M. Bédié ont parlé, aujourd'hui, M. Bédié n'est plus, c'est Laurent Gbagbo et M. Tidjane Thiam. Est-ce que vous pensez que, arrivé devant là-bas, ils vont toujours s'entendre sur la base des accords que M. Bédié a signés avec M. Gbagbo? Oui, maman. Il n'y aura pas de problème. Parce qu'Aka vient de dire une chose. Alors, ils vont s'entendre sur quoi? Avant d'aller vers Passaka, ils vont s'entendre sur quoi? Ils vont s'entendre pour que M. Laurent Gbagbo soit élu ou bien pour que M. Tidjane Thiam soit élu? Mais écoutez, ce que je vais vous dire, ce n'est pas une affaire de PDCI, ce n'est plus une affaire du PPACI. Je suis très content de cet accord commun qui est dans la logique de ce que les deux présidents, Gbagbo et Bédié, ont déjà planifié. Quant à la candidature, ce ne sera pas une affaire de PDCI ne va pas supporter FPI, PDCI ne va pas supporter PPACI, PPACI ne va pas supporter PDCI. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il aura un candidat. Et les deux partis vont supporter ce candidat. Et ce candidat, il est déjà
connu. Les deux en ont discuté et sont d'accord pour ce candidat. Et pour le moment, nous voulons aller dans une... Il ne s'agit pas d'avoir un candidat, même si les deux partis politiques sont les plus forts, comme vient de le dire Pasteur Haka, mais nous sommes en face des fraudeurs et des criminels. Donc, aujourd'hui, c'est d'arracher et obtenir une élection juste, transparente et équitable. Mais nous n'allons pas partir en voie dispersée, parce que l'autre est PDCI avec son idéologie, l'autre est PDCI, PACI avec son idéologie. Monsieur Kona Bédié, il est très clair. C'est un front commun non idéologique, parce que nous voulons atteindre le même résultat. Le même résultat du PDCI que le même résultat du PPACI, c'est que Dramane Ouattara, le RDR, le parti criminel de Côte d'Ivoire, ne soit plus au pouvoir. Ça, là, les deux partis sont d'accord. Pour affaire de gouvernance, les deux partis sont d'accord pour ce qu'ils vont faire. Donc, je ne sais pas quelle phrase on dit en français, là, comme nous on est de ne pas nous embrouiller. Ne vous en méprisez pas. Hein? Le candidat du Front commun est déjà connu avec monsieur, le président Bédié et Gbagbo. C'est déjà fait. Même si le président Bédié n'est pas là aujourd'hui, mais les accords ont été signés en présence avec des gens dans le secret du PDCI, dans le secret du PPACI. Donc moi, je ne m'inquiète même pas du tout sur ce côté-là. On ne va pas aller à voix dispersée pour donner la force à M. Dramane Ouattara et son clan pour dire oui, on a gagné parce que vous avez divisé vos voix. Non, non, non. Il n'aura même pas du tout cette hypothèse-là. Et Dramane Ouattara sait que les deux-là iront, chacun va présenter sa candidature. Le PPACI aura sa candidature, le PDCI aura sa candidature, et au final, les deux partis vont miser sur un cheval pour débouter Dramane Ouattara. Pour ça, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas pour ça. La bataille est tranchée avec le Front commun. Maintenant, alors, tout à l'heure, j'avais posé la question de la grande marche. Oui, allez-y. Ce que je voudrais dire, comme je l'ai dit, M. Laurent Gbagbo n'est pas trop différent de M. Thiam. C'est-à-dire que Thiam va venir pour manager la France. C'est faux. M. Laurent Gbagbo va venir casser la baraque de la France. C'est faux. Non, non, non. M. Laurent Gbagbo a été président et il nous a montré, il nous a enseigné. Ce n'est pas une affaire de casser la baraque de celui-ci pour ériger la baraque de celui-ci. C'est une affaire de normalisation des relations diplomatiques et des relations commerciales, politiques et souverainettes de nos pays. Et pour ça, les deux sont en accord. Ne pensez pas que Laurent Gbagbo devient président, il chasse la France et puis la Russie vient s'installer. Non, non, non. Celui qui pense comme ça, il a menti. Je vous le dis déjà, il a menti. Ce sont des gens qui vont venir renormaliser les relations entre la Côte d'Ivoire avec les autres partenaires. On ira avec ceux... C'est-à-dire avoir des contrats négociés sur la base du mérite et non pas sur la base du fait que c'est une colonie, c'est la France et c'est la... Exactement. Ça, que ça soit Gbagbo et M. Thiam, ça là, dès qu'un d'entre eux est élu, c'est-à-dire dès qu'un candidat du Front commun est élu, ça là, c'est terminé. C'est terminé. Et voici pourquoi aujourd'hui Macron a peur. Macron ne veut pas que Thiam s'est rendu. Si vous voyez que Thiam a fait ce long interview avec
les journaux et avec Alain Foucault. Il est là-bas depuis 3 mois. Il a tout vu, il a tout entendu. Macron ne veut pas du tout que Thiam soit président. Il faut que Thiam se rapproche de Draman Ouattara et de laisser Draman Ouattara. Et lui va apporter le sang nouveau au RDR. Et quand Draman va finir ses 5 ans, ou bien peut-être Draman Ouattara va être élu, et puis maintenant, lui, on va lui passer le flambeau. Il a compris ça. C'est sûr, on l'a pas tué en temps. En temps, s'il ne l'a pas tué. Donc, il a compris. Il a compris. Et si ce monsieur, ce jeune homme-là, si ce frère était venu directement au RDP, qui vous dit qu'aujourd'hui, il serait en vie? Parce qu'il venait pour prendre le fauteuil de succéder à Draman Ouattara. Est-ce que c'est son plan? Vous pensez que les gens du RDR ont été clairs. On n'a pas fait tout ça là pour venir donner le pouvoir à une autre personne. Ils sont clairs, là. Les gens du RDR sont clairs. Ils ont fait tout ça pour conserver le pouvoir pour les 50 années à venir. Ils n'ont fait que 15 ans seulement. Et M. Thiam, il a compris. Je suis très content de... Je vous l'ai dit. C'est ce qu'il va dire par rapport à ce qu'il va dire qu'on va le juger. Je suis très content de cette interview. Mais je vous dis, ces deux-là, c'est-à-dire le Front commun, une fois le Front commun au pouvoir, c'est pour régulariser, la nouvelle diplomatie entre la Côte d'Ivoire et les autres pays du monde. Celui qui veut faire les affaires avec la Côte d'Ivoire, ce ne sera plus une affaire de paternaliste et d'impérialiste contre chose. Ce sera une affaire de gagnant-gagnant. Je vous remercie. Merci, M. Dougan. Alors, M. Adjei, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose rapidement sur les 2 dernières questions dont a parlé M. Pasteur Aka et M. Dougan, et puis en même temps votre mot de fin. Voilà. Oui, quelle était la question, Pasteur Aka? Oui, bon, c'est toujours le partenariat Gbagbo Thiam et puis la normalisation des relations entre la France et la Côte d'Ivoire. M. Dougan nous dit qu'il ne faut pas rêver. Ni Gbagbo ni Tidiane Thiam ne vont exiger le départ de la France. Au contraire, ils vont demander que la France accepte d'avoir une relation bipartite avec la Côte d'Ivoire dans des relations commerciales, des relations diplomatiques assez respectables et respectées, où la France respecte la Côte d'Ivoire et où les contrats seront donnés aux plus méritants, non pas comme c'est le cas actuellement. Il a aussi dit que M. Macron ne veut pas de Tidiane Thiam parce que justement, il sait que Tidiane Thiam ne va pas marcher pour eux, forcément, selon les termes comme le faisait Ouattara. Et voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Oui, j'ai compris. Alors, je voudrais tout d'abord dire que Macron, en principe, n'a pas le droit de dire qu'il ne veut pas de celui-là ou de celui-là. La Côte d'Ivoire doit être un État souverain où le peuple a le choix de choisir son dirigeant. Ce n'est pas à Macron de dire c'est celui-là ou c'est celle-là. C'est ce que nous voulons pour notre pays, c'est-à-dire notre souveraineté. Et c'est le peuple qui est souverain. Alors, concernant la relation entre la France, écoute, un pays souverain a le droit de choisir avec qui il doit commercer ou bien avoir des relations commerciales ou militaires. Vous voyez? Mais la France est dans une logique paternaliste et ça, nous ne voulons pas de cela. Donc, quand on parle de souveraineté, c'est à l'image des pays de l'AES qui aujourd'hui ont pris leur souveraineté et ils traitent avec qui ils veulent. C'est ce que nous voulons. On ne chasse personne. Tout le monde est bienvenu. Mais sur des bases saines, sur des bases de respect de notre souveraineté, comme le disent les pays de l'AES. C'est ce qui est clair. Le droit que la France a eu la dernière fois, en 2010, pour venir bombarder la Côte d'Ivoire, là, plus jamais cela. Elle n'aura plus jamais ce droit-là. C'est de ça que nous parlons. Bref, aucun pays n'est suffisant. C'est pourquoi nous parlons d'interdépendance.
on aura peut-être besoin de la France un jour, ou de tel ou tel pays, parce que même au village, il y a des gens qui font le l'igname, d'autres qui font la banane et le riz. Le jour où tu as envie de manger du riz, tu as ton voisin, tu achètes, et tu veux l'igname, c'est ça l'interdépendance. Mais c'est ce que nous voulons pour nos pays. C'est pourquoi nous parlons de souveraineté. Si maintenant la France veut dire que nous n'avons pas le droit de notre choix, alors là, elle aura le problème avec nous. C'est aussi clair que ça. D'accord. Bien sûr. Donc, au moment de faire, j'encourage cette marche du 2 août. Mais nous voulons rappeler aux militants du RHDP que quand on veut faire la politique, il faut être éduqué. Toute nation a une constitution et toutes les lois sont dans la constitution. Marcher, c'est constitutionnel, c'est légal. Mais celui qui pense que marcher est une déclaration de guerre, il se trompe. Et le RHDP doit éduquer ses militants. Celui qui s'amuse à lancer une pierre quiconque, parce qu'il veut marcher, il peut revendiquer, ça cette fois-ci là. Ce sera plus comme en 2011, hein. Ça, ils n'ont qu'à se mettre dans la tête. Ce qui est sûr, l'opposition veut marcher, ne va pas provoquer quelqu'un. Celui qui n'est pas d'accord, c'est son problème. Mais qu'il aille, leur président, leur chef, ils se promènent à la Constitution dans sa poche, non? Ils n'ont qu'à la lire. Et ils verront que marcher, revendiquer est constitutionnel. Donc, c'est le message là que je voulais lancer. Nous supportons cela, mais aussi nous attendons ce qui va nous pondre le 6 août. Après cela, on avisera. Merci. Merci. Pasteur Aka? Oui. Bon. Le point qu'a fait M. Kouassi, souhaitons que ça soit ainsi, mais moi je ne rêve pas d'un candidat commun avec ce front commun. Si cela peut ou pouvait être vraiment une réalité, c'est la Côte d'Ivoire qui aurait gagné. Mais connaissant l'égoïsme de nos leaders politiques, ça va être difficile. Même si toutes les conditions pour une élection transparente et inclusive sont réunies, ce serait difficile de voir un candidat commun, un candidat qui va sortir de ce front commun. Parce que le PDCI veut revenir au pouvoir. Quand le leader du PDCI parle, c'est pour que le PDCI revienne au pouvoir après avoir perdu le pouvoir en 1999. Donc, je ne vois pas le PDCI encore... Chacun a un problème, chacun a une injustice à régler. À régler. Le PPACI a été dégagé. Et eux aussi, ils veulent revenir au pouvoir pour régler leurs comptes, pour corriger ce qu'ils n'ont pas pu faire. Donc, quand tu regardes un peu l'esprit qui est là, qui les anime, pour l'heure là, ils ont compris que mettons-nous ensemble pour que nous ayons des élections transparentes. Mettons-nous ensemble afin que l'accord qu'a passé le président Bédié, qui n'est plus avec le président Gbagbo, ce n'était pas pour avoir un candidat unique. Non. C'était un accord pour dire, écoute, il faut que nous ayons le même combat pour que les conditions soient réunies et qu'il y ait un changement de pouvoir. Peu importe, si vous revenez au pouvoir, on vous supporte. Si le PPAC vient au pouvoir, on vous supporte. Mais notre objectif, faisons en sorte que le RHDP ne soit plus au pouvoir. Voilà leur accord. Donc, par conséquent, mettons-nous ensemble pour créer les conditions qu'il faut pour une élection équilibrée et que la population choisisse. Mais je ne pense pas que l'accord entre le président Bédié et puis le président Gbagbo, c'est de choisir un candidat. Qui ils vont choisir? Gbagbo a envie de revenir au pouvoir. Le PDC veut revenir au pouvoir. Donc, vous allez voir que ça va devenir une confrontation. Maintenant, bon, M. Dougan a dit, peut-être au deuxième tour, s'il y a un deuxième tour, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. S'il y a un deuxième tour, le candidat qui sera bien placé aura le soutien de l'autre. Voilà. Comme ça s'est passé en 2010. Le PDCI a supporté le RHDP. Voilà.
Mais moi, je ne rêve pas à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment une réforme totale, et puis bon, qu'il y ait les conditions de paix, et que les Ivoiriens choisissent un candidat, leur prochain président de façon libre, un patriote, quelqu'un qui met la Côte d'Ivoire au cœur. Ivorian people first. Il va venir faire les réformes qu'il faut dans tous les sens. Et puis maintenant, bon, pour ne pas que dans 5 ans ou dans 10 ans, on revienne encore à la case de départ. Ça, c'était mon avis. Voilà. Merci, Pasteur Aka. Alors, M. Dunga, vous avez le dernier mot. Je vous donne 2 minutes. Allez-y. Demain, il y a au cœur de la politique. Oui, demain, il aura au cœur de la politique après 2 semaines, 3 semaines de repos. 2 semaines. Demain, il aura au cœur de la politique. Alors, écoutez, aujourd'hui, là, nous sommes dans une situation très, très, très difficile et compliquée. Si nous faisons une petite erreur, Dramane est au pouvoir. Surtout qu'il a la caution de Macron. Vous dites que, Adjei a dit que c'est pas à la France de décider de quoi que ce soit. Mais tout ce qui vient de se passer là, ça a été décidé en France. Tout a été décidé en France. Il faut rompre avec ça. Deuxièmement, si à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire, il y a 2 candidats, il y a un candidat PDCI, un candidat de choses, comment ça s'appelle, de PPACI, et que c'est au 2e tour, on va faire front commun pour avoir supporter l'autre candidat, mais qui vous dit qu'il aura 2e tour même? Je vais être très clair. Si à l'élection, au 1er tour, il y a un candidat PDC, un candidat PPACI, moi je ne voterai pas. Et j'appellerai à ne pas voter. Ah oui. Moi j'ai voté PPACI. Passaka va voter PDCI. Mais Dramane Ouattara est passé au 1er tour haut les mains. C'est ce qu'il veut faire. Et comme il sait qu'il n'aura pas 2 candidats, il n'y aura pas un candidat PDC et un candidat FPI, c'est pour ça qu'il a éliminé les 2 là. C'est pour ça qu'il a éliminé Thiam et Laurent Gbagbo. Parce que si un reste, il va gagner. C'est pour ça qu'il les a éliminés pour qu'il y ait un 2e plan. Le 2e plan dont on parle là, c'est le RHDP qui a créé ça dans l'idée de certaines personnes pour pousser, comment ça s'appelle, les partis politiques dont les candidats ont été éliminés à présenter une autre candidature pour mettre les Ivoiriens devant les faits accomplis. Demain, je vais tout bien expliquer ça. Donc, monsieur Pasteur Aka, à tous les auditeurs, nous ne devons pas accepter un candidat PDC et un candidat PPACI. Nous devons accepter une candidature unique pour le Front commun après avoir arraché de haute lutte une élection juste et transparente. Sinon, si nous allons en voie dispersée, Dramane Ouattara passe au 1er tour et puis c'est terminé. Je vous remercie. D'accord. Merci, M. Dunga. Je crois que Pasteur Aka a vraiment soulevé un point important parce que chaque parti actuellement a un compte à régler, a un affront qui lui a été fait. On a vu Il faut qu'on dépasse ça. On a vu comment M. Ouattara a doublé M. Bédié. On a vu comment M. Ouattara a traité M. Gbagbo. Donc, les 2 partis, en tout cas, chaque candidat veut s'assurer que son parti revient au pouvoir. Alors, on verra bien en octobre prochain ce qui va se passer. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, demain soir, M. Dunga, 21h30 ou 21h? Oui, demain soir, 21h30 à 23h, comment ça s'appelle? Voilà. Au cœur de la politique. Au cœur de la politique. Merci. Allez, merci, bonsoir et à mercredi. Bonne nuit. Merci.